au même euro. Et alors comment, à ce moment-là, expliquerez-vous aussi que l'Allemagne exporte pour la 7e année consécutive avec des performances extraordinaires, je crois de l'ordre de 120 à 130, pas je crois, de 120 à 130 milliards d'euros d'excédent, quand la France, pour la 7e année, avec le même euro, est à un déficit de 70 milliards d'euros. Donc il est évident qu'à dette égale, qu'à niveau d'endettement à peu près global entre la France et l'Allemagne, c'est beaucoup plus facile déjà pour se refinancer, c'est beaucoup plus facile de se refinancer avec un excédent commercial pareil que quand la France, en plus, doit elle, non seulement refinancer sa dette, mais doit payer ses importations. Et la France importe donc beaucoup plus. S'il y a un déficit, ça veut dire qu'elle importe beaucoup plus qu'elle n'exporte. Et évidemment, ça lui coûte très cher, et pas que sur le plan des matières énergétiques. Je voudrais quand même répondre à cette... dernière, on passera à la partie 3. Ah, c'est dommage. Je voudrais répondre quand même à 2-3 choses. Sur l'affaire de l'excédent commercial allemand et du déficit commercial français, c'est bien la preuve que nous ne pouvons pas avoir la même monnaie. Ça veut dire, c'est exactement, c'est comme si votre remarque consiste exactement à dire, je reviens à mon histoire d'enfants qui sont dans une terminale S, il y en a qui a 18 en maths et l'autre qui a 3. Ben, celui qui a 3, il a été mal orienté, il devait aller en L. Parce que lui, son génie, c'est d'être un littéraire, c'est pas d'être un matheux. Vous pourrez dire tout ce que vous voulez, les Français ne produisent pas de Mercedes. Ah! Les Français, quand une Mercedes, c'est un problème d'élasticité de la demande au prix. Plus l'euro est fort, plus nous perdons des parts de marché, nous, la France, dans la zone euro et en France. Tout simplement parce que les produits qui sont fabriqués hors zone euro, une Hyundai par exemple, une voiture qui va être fabriquée en Corée du Sud en zone dollar, plus l'euro est fort et plus le prix de cette voiture va être bas en France. Et donc va concurrencer des productions françaises qui ne sont pas compétitives. J'entends parfois, je vois parfois des gens, il me semble même l'avoir vu sur votre blog, des gens dire cette ineptie économique ahurissante, qui dirait de toute façon 70% de notre commerce extérieur est fait avec la zone euro, donc l'euro n'y est pour rien, mais c'est absurde. Plus l'euro est fort et plus nous perdons. C'est d'ailleurs ce que l'on constate. On perd des parts de marché en France même, par exemple au profit de Dacia, par exemple, fabriquée en Roumanie hors zone euro, parce que ces voitures sont de moins en moins chères. Donc la vérité, c'est que cet euro fort est en train de tuer l'industrie française, de tuer l'industrie italienne, mais en revanche profite à l'industrie allemande. D'ailleurs, l'euro était monté jusqu'à 1,60 $. À la mi-2008, à ce moment-là, d'un seul coup, les Allemands ont gueulé. Parce que là, c'était d'un seul coup la compétitivité de l'industrie allemande qui était atteinte. Donc depuis lors, on est retombé à 1,30 $. C'est un truc aux petits oignons. Hein. Le taux de change de 1,30 % permet aux Allemands de faire énormément de profits, parce que quand vous êtes un brick, comme on dit, le Brésil, Russie, vous voulez acheter une machine-outil, les Allemands sont en quasi-monopole mondial sur toute une série de spécialités. Ils ont de très grandes PME. Ça, on les a pas. On les a pas. On ne peut pas les inventer, on les a pas. Comme disait De Gaulle, la politique, c'est partir des réalités. Vous pourrez toujours dire « Ah ben oui, si j'étais, moi, si j'étais Beyoncé ou si j'étais Brad Pitt, ben très bien, mais je ne le suis pas. » Voilà, donc les Français n'ont pas le tissu de grosses PME qui permet aux Allemands de faire justement d'être en quasi-monopole mondial et de dégager les excédents que vous avez dit. Je voudrais revenir aussi sur un deuxième élément que je crois quand même très très important. C'est le rôle fondamental de l'Union européenne, de la Commission européenne notamment, dans la destruction de l'industrie française et des délocalisations. Vous êtes passé un peu vite sur l'envol des autres pays du monde. Mais comment ça se fait qu'on parle des délocalisations maintenant et qu'on n'en parlait pas en 1975 ou en 1980 ou quand Mitterrand était au début à l'Élysée? On ne parlait pas des délocalisations. Il y avait pourtant la Chine, l'Inde, elles existaient. Il s'est passé quoi? Ce qui s'est passé, c'est ce que jamais les européistes ne vous diront. Ce qui s'est passé, c'est qu'avant, si vous aviez une entreprise française qui voulait délocaliser son usine, alors en Chine c'était difficile parce qu'en plus c'était le régime maoïste, mais si vous vouliez délocaliser votre industrie dans un pays en voie de développement,
il fallait aller voir le ministère des Finances, dont je crois que vous faites partie comme moi, et notamment la direction du Trésor, pour obtenir une autorisation. C'est ce que l'on appelait le contrôle des mouvements de capitaux. Contrôle ne veut pas dire interdiction systématique. Contrôle veut dire contrôle, veut dire de temps en temps on dit oui, et de temps en temps on dit non. Par exemple, lorsque Peugeot a voulu investir en Iran pour fabriquer des chaînes de montage de voitures, la France avait dit oui. Ça a permis à Peugeot de prendre une part de marché en Iran, qu'on est d'ailleurs en train de perdre. Et la contrepartie, c'est que par ailleurs, on avait la maîtrise de notre commerce extérieur. Donc on était sûr que ce que Peugeot allait produire en Iran n'allait pas revenir en France à très bas coût. Donc on protégeait les emplois et le niveau de vie des Français. Tout ceci a volé en éclats avec le traité de Maastricht. Et maintenant, les traités, vous savez, c'est comme des poupées gigognes ou des poupées russes. Tous les traités européens reprennent les traités antérieurs. Actuellement, c'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit, c'est le terme même, toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux. Ça veut dire que les autorités françaises sont dans l'absolue impossibilité d'interdire à une entreprise française de délocaliser toute sa production où elle le veut. Et c'est pour ça qu'il y a les délocalisations. C'est contre ça que les Français veulent que l'on agisse, parce que nous sommes en train de perdre tout ce qui faisait la richesse de notre pays, le savoir-faire industriel. On est en train de léguer à nos enfants un pays qui sera devenu un musée. Alors personne ne parle jamais de cet article 63, qui d'ailleurs fonctionne aussi dans l'autre sens. Parce qu'il y a 25 ans ou 30 ans, lorsque l'émir de Qatar voulait racheter des hôtels parisiens, des clubs de foot, etc., il ne le pouvait pas, parce qu'il fallait lui aussi qu'il demande l'autorisation. Et ça lui était accepté ou refusé. Vous avez vu d'ailleurs le château de Gevrey-Chambertin a été racheté il y a quelques jours, quelques semaines, par un magnat du casino de Macao. À propos de Macao d'ailleurs, et j'en finirai peut-être là, il y a quelque chose qui est toujours fascinant avec les européistes, c'est qu'ils ne parlent jamais de comment font ceux qui réussissent. Ils font comment les Chinois, les Thaïlandais, les Singapouriens, les Coréens. Singapour qui fait 4 500 000 habitants et qui est grand comme la moitié de l'Île-de-France, qui a sa monnaie, qui se porte très bien et qui a un taux de croissance très supérieur à nous. À Singapour, vous n'avez jamais personne qui dit « on n'est pas de la taille du monde hein. ». La Malaisie, détrompez-vous, Singapour, le niveau de vie par habitant est supérieur au niveau de vie français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans tous ces pays, vous avez eu des ouvertures asymétriques. Vous ne pouvez pas investir comme vous l'entendez en Chine ou à Singapour ou au Japon. C'est pas possible. Vous n'avez pas le droit d'acheter un appartement à Tokyo, c'est impossible. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que les autres, personne au monde n'applique les recettes que l'Union européenne nous impose. C'est de ça qu'il faudrait parler. Comment font ceux qui réussissent? Merci. On va passer à la troisième partie. Oui, si vous permettez, je pourrais répondre à beaucoup de choses étonnantes que j'ai encore entendues, mais il y a un point sur que je ne peux pas laisser passer, encore une fois, c'est l'euro. Et encore une fois, là aussi, permettez-moi de vous dire que vous arrangez les chiffres à votre convenance. La France exporte à l'intérieur de la zone euro 65% de sa richesse créée. 65% à l'intérieur de la zone euro, comme d'ailleurs d'autres pays. Le seul pays qui exporte moins en zone euro, c'est d'ailleurs révélateur de leur compétitivité justement, c'est l'Allemagne, puisque ce taux ne cesse de tomber à l'intérieur de la zone euro, au profit évidemment de l'Asie, où elle exporte de plus en plus, donc elle tombe en dessous de 50%. Mais même 50%, ça veut dire comment expliquer que l'Allemagne a de telles performances avec un euro fort à l'intérieur de la zone euro comme à l'extérieur de la zone euro. Et la France qui, elle, exporte à l'intérieur de la zone euro à 65%, elle perd des parts de marché, même à l'intérieur de la zone euro. Que je disais, oui. Non, absolument pas. Donc Mais vous si, ne pouvez c'est ce que pas, j'ai dit. absolument pas. C'est ce que j'ai dit. Vous ne pouvez pas,
soyez poli, vous ne pouvez pas accuser l'euro à ce moment-là d'être fort, puisque même à l'intérieur de la zone euro, avec exactement la même parité forcément, puisque c'est le même euro, la France perd des parts de marché. C'est dû à un déclin industriel. Alors ça aussi, vous prenez un raccourci historique qui vous arrange. C'est depuis 80, c'est depuis 79-80 que la France est en déclin constant industriel, et d'autres pays d'ailleurs de l'Europe du Sud. Un chiffre là encore, en 1978, la part de l'industrie dans le PIB allemand, c'est-à-dire l'ensemble de la richesse produite en un an, est de 32%. 10 ans après, en 2012, la part de l'industrie dans le PIB allemand est tombée de 32% à 30,5%. En France, même année, 78-79, la part de l'industrie dans le PIB français était malheureusement de 28,6%, et aujourd'hui, c'est plutôt aujourd'hui malheureusement, il est tombé à 14,5%. Donc voilà, on ne peut pas encore une fois dire c'est la faute de l'Union européenne, du traité de Maastricht, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est exactement l'application de l'article 63. Puisqu'il y a des pays performants avec l'euro et d'autres qui sont moins performants avec l'euro. Mais vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous voulez vous n'aurez pas perdu votre temps. Reconnaissez au moins ce point. Mais non, mais vous n'avez pas écouté ce que je dis. Je suis désolé de le dire. Je vous ai expliqué justement que la France, que ce n'était pas parce qu'on était en zone euro qu'on ne prenait pas des parts de marché. C'est ce que j'ai expliqué devant, enfin, il me semble que toute la salle l'a entendu. Parce que tout simplement, nous sommes concurrencés par des productions qui sont faites hors zone euro. Et le problème, c'est que les Mercedes, par exemple, sont inconcurrençables. Il n'y a pas de concurrent à la Mercedes. Par exemple, en matière de voitures, mais en matière de grandes entreprises, de PME, qui fabriquent des biens comment dirais-je, d'équipement pour les PM, pour les entreprises, il y a toute une série de spécialités où l'Allemagne est en quasi-monopole mondial. C'est comme ça. Si vous allez, par exemple, chez des viticulteurs de Bourgogne, j'en connais un, eh bien, vous verrez qu'il a des grosses machines, c'est fabriqué en Allemagne, c'est le seul fabricant au monde qui fabrique ces choses-là. Voilà, donc effectivement, l'Allemagne se porte mieux puisqu'elle a une spécialité de son économie qui est moins attaquée par l'euro. Mais en revanche, la France, nous produisons des Renault, mais si vous voulez l'appétence des gens d'acheter une Renault, qui d'ailleurs est de moins en moins fabriquée en France, d'acheter une Renault plutôt que d'acheter une Hyundai ou une Daewoo ou une Subaru ou une Dacia, les gens s'en fichent. Ils vont à ce qui est le meilleur rapport qualité-prix. C'est la raison pour laquelle, effectivement, l'euro n'a pas les mêmes conséquences, il y a des conséquences différenciées selon que on parle de l'Allemagne ou des autres pays. Nous allons passer maintenant à notre troisième et dernière partie.